Adélaïde, bonjour. Bonjour. Vous êtes Bonjour docteur à en tous. philosophie, Oui. spécialiste en éthique des organisations que vous accompagnez dans leur démarche de responsabilité sociale ou sociétale, la fameuse RSE, en vous appuyant à la fois sur des outils de gestion, mais aussi sur des outils philosophiques. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet, et le dernier en date, qui date de 2020, s'intitule « Petit GPS philosophique du bien-être au travail », où vous donnez les clés, justement, du mieux vivre en entreprise. Avec vous, on va prendre un peu de hauteur et mettre en question, finalement, l'intuition de cet effet domino du bien-être et nous demander, faut-il, en effet, d'abord être heureux pour bien accompagner les autres? Alors, merci beaucoup de me donner la parole, merci de m'avoir invité à votre congrès national et j'en suis très honorée. Et je vous embarque donc pour un peu de philosophie de bon matin avec cette question hautement philosophique et hautement éthique, faut-il être heureux pour bien accompagner les autres? Alors, le bonheur au travail, ça devient un lieu commun, on en entend parler partout, tout le temps, on entend parler des baby-foot, on entend parler des siestes, on entend parler des paniers de fruits frais au bureau. Alors, le bonheur au travail, c'est pas exactement ça, vous vous en doutez, et on va y revenir, ou en tout cas, ce n'est pas que ça, même si ça peut être sympa, pourquoi pas. Donc on en parle beaucoup et pourtant le taux de burn-out dans les entreprises a doublé par rapport à il y a 5 ans et la majeure partie des secteurs rencontrent des difficultés à recruter et à fidéliser les employés. En fait, on est loin d'un vécu plus apaisé pour les salariés. Dans les professions du soin, dans les professions du care, c'est-à-dire les soignants et les gens qui plus généralement prennent soin des autres, accompagnent les autres, les tensions sont accentuées. J'ai pu consulter votre enquête RH et Finances du mois de mai 2023, elle est sur le site internet, et puis Jean-Pierre Rizzo en a parlé rapidement. 55% des résidences autonomie manquent de personnel, 85,7% des services à domicile manquent de personnel, en tout c'est 82,6% des établissements et services qui manquent de personnel, donc à peu près 4 équivalents temps plein par structure, ça a été dit. Alors, je ne dis pas ça pour plomber l'ambiance, vous allez voir, la suite va être un peu plus réjouissante et constructive, mais il faut savoir de quoi on parle pour en parler bien. Ce qui est particulièrement délicat ici, c'est qu'on est dans un présupposé d'une profession éthique, tournée vers l'autre, pleine de sens, presque vocationnelle. Le terme a été déjà dit ce matin. Qui fait qu'on devrait aller bien. En fait, on est dans un a priori d'une profession qui, a priori, rendrait heureuse parce qu'elle est, a priori, pleine de sens. Pourtant, on se rend compte que ça ne va pas si bien. Il y a des difficultés de recrutement, comme on l'a dit, il y a des difficultés de fidélisation, il y a des difficultés de santé mentale au travail, stress, burn-out, et toutes ces difficultés, elles sont donc accentuées dans le secteur du soin. Alors, d'où vient cette dissonance ? Est-ce que l'attente est disproportionnée? Est-ce que l'attente, elle est illégitime? Est-ce qu'elle est gonflée par une forme de marchandisation du bonheur? Je ne pense pas. Je pense que cette attente forte par rapport au travail, elle est légitime et proportionnée. Tout d'abord, elle est la marque d'une société développée qui, une fois ses besoins matériels et essentiels comblés, j'entends par là se nourrir, se loger, s'éduquer, se soigner, se former, se préoccupe de son épanouissement culturel, moral, relationnel, émotionnel, spirituel, en un mot, éthique. Et cette attente, elle est par ailleurs proportionnée à la centralité du travail dans nos vies humaines, par le pourcentage de temps éveillé que nous y passons, tout simplement, par l'énergie mentale et physique que nous y dépensons et par l'impact potentiel que notre travail a sur le monde. Le travail et le temps que nous passons dans les organisations de travail constituent un vaste champ de développement de soi, d'épanouissement éthique, d'expérimentation de notre puissance d'agir,
de notre puissance de développement, de nos potentiels. Donc le sujet du bonheur au travail, il est justifié. Mais les vécus ne collent pas, ou pas toujours. Ils nous désenchantent, et encore plus dans les professions fortement porteuses de sens. Dans les professions éthiques en elles-mêmes, la désillusion peut être encore plus grande. Osons poser des questions. Comment faire pour que les intentions et les actions menées en faveur d'un épanouissement des humains dans les organisations aient des effets réels et positifs, en particulier quand systémiquement il y a des dysfonctionnements. Alors, Adélaïde, la semaine dernière avaient lieu les épreuves philosophiques du baccalauréat. Et je ne sais pas vous, mais moi j'entends encore mon professeur qui nous disait une bonne dissertation philosophique, eh bien, il faut commencer par définir les termes du sujet. Si je reprends la question « faut-il être heureux pour bien accompagner les autres ?» Déjà, Adélaïde, qu'est-ce que ça veut dire être heureux? Qu'est-ce que ça veut dire prendre soin des autres? Et quel est le lien entre les deux? Alors, vous avez 4 heures. Non, non, ça ne va pas durer 4 heures, ça va durer 5 minutes. Être heureux, c'est la version accélérée. Voilà. Donc, être heureux, en 2 minutes chrono, je vous propose de revenir aux Grecs. Voilà, 2500 ans avant Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'ils ont proposé comme définition du bonheur? En fait, pour eux, être heureux, être bien, c'est à la fois aller bien et à la fois être quelqu'un de bien. Chez les Grecs, les deux sont liés. C'est ce qu'Aristote appelle la vie bonne. La vie bonne, c'est une vie qui est heureuse et qui est vertueuse. Les deux à la fois. C'est ce qu'on appelle l'éthique des vertus. L'éthique des vertus, où on va travailler pour devenir, pour être heureux et pour être vertueux, on va travailler les vertus que sont l'excellence, le courage, la générosité, la tempérance, etc., etc. Et en s'y exerçant, la personne deviendrait meilleure et plus heureuse, et ça serait ça, en fait, le but, la finalité, le sens de toute vie humaine. Rien que ça. Voilà, j'ai terminé avec la définition du bonheur, en 2 minutes. Par rapport à ça, par rapport à cette définition du bonheur, le travail qu'on se choisit, elle joue un rôle, évidemment, puisque le travail tient une place dans nos vies. Alors, il ne tient pas toute la place, mais il tient une place certaine, il tient la place que la personne veut lui donner. Et on a parlé donc de la centralité du travail. Très souvent, c'est quand même une place importante que tient le travail dans nos vies. Dans les professions de l'accompagnement que vous occupez, il y a une dimension du soin d'autrui. Or, le soin, en éthique, dans la recherche de la vie bonne, tient une place majeure. Et c'est pour cela qu'on peut présupposer a priori un lien plus fort entre ce type de métier, ce type de profession et le bonheur. Voilà le lien principal. Alors, je développe un petit peu cette notion de soin de soi, soin d'autrui. La philosophie, dans son sens initial, qui est aussi son sens le plus essentiel, c'est une pratique de soi. C'est un souci de soi. C'est vrai que souvent, on garde des souvenirs du bac de terminale voilà, et de toute cette année-là, de la philosophie comme un système spéculatif de connaissances. Alors qu'en réalité, la philosophie, à la base, c'est une invitation pratique à la sagesse. Il s'agit d'apprendre à prendre soin de soi-même, à avoir souci de soi dans le but du bonheur. Et les méthodes philosophiques de soin de soi proposent des exercices de soi, donc pour parvenir au bonheur, celui-ci étant, chez les Grecs, indissociable du bien, on l'a compris. Les exercices de soi sont par exemple la méditation, la vue plongeante, qui consiste à se reculer mentalement de soi-même, la contemplation du beau, la préméditation des mots, qui consiste à imaginer le pire pour en conclure que finalement, ça n'est pas si pire. Mais il y a aussi des exercices plus actifs comme la marche, la calligraphie, la pratique du sourire, les épreuves d'endurance, le filage comme Gandhi, la pratique de l'amitié, etc., etc. Il y en a plein d'autres, mais je vous en donne quelques-uns pour que ce soit plus concret. Quand on parle d'exercice de soi, c'est ce type d'exercice. Cette éthique du souci de soi ou du soin de soi, elle est indissociable d'une éthique du soin
d'autrui. Le soin relève fondamentalement d'une dynamique individu-collectif. Dans l'essence du soin, il y a la relation qui implique une forme d'amour filia, une forme d'amour au sens universel du terme, d'amour d'autrui, du respect et de la dignité. Donc le soin de soi, le soin d'autrui, c'est une voie de la vie bonne, une voie du bonheur. Mais l'accompagnement, ça n'est pas que le soin, c'est aussi la prise en charge de l'autre. Et là, ça sonne un petit peu moins bien, prise en charge. Dans charge, on entend fatigue, à commencer par la prise en charge de soi-même, qui provoque parfois une fatigue d'être soi. La fatigue d'être soi, ça a été théorisé, c'est la fatigue d'avoir à faire des choix, d'avoir à décider, à agir. Parfois, en fait, on est fatigué de notre liberté. Alors, c'est une fatigue qui est quand même plutôt heureuse. On n'a pas eu toujours autant de liberté de choix. Mais bon, ça, à la limite, c'est un autre sujet, donc je ne développe pas. Mais enfin, il y a déjà cette fatigue d'être soi. Corrélativement, il y a la notion de fatigue des autres, que vous vivez professionnellement, mais qu'on peut tous expérimenter personnellement. Quand on a des enfants, quand on a des vieux parents, quand on a un proche malade, un proche qui a des soucis personnels, on l'expérimente, cette fatigue des autres. Alors, deux positions. L'enfer, c'est les autres, ou pas de lien à soi, sans lien aux autres. Est-ce qu'il y a une voie du milieu entre ces deux postures? Comment, en fait, investir la relation à l'autre sans s'y annihiler, sans qu'elle devienne malsaine pour soi et donc aussi pour l'autre, si on est d'accord avec la dynamique du soin de soi à soin d'autrui qu'on vient de décrire. En fait, la prise en charge de l'autre ne peut pas être que de la fatigue. Sinon, ça ne marcherait pas. On serait plus en lien les uns avec les autres. Et je rappelle qu'un des pires maux du XXe, XXIe siècle, c'est la solitude. Ce n'est pas ce qu'on souhaite. La prise en charge de l'autre, ça peut aussi être une zone d'épanouissement de soi. L'accompagnement, dans son meilleur sens, c'est une zone d'investissement du soi où on donne de l'énergie, certes, mais on reçoit aussi des éléments constructifs de reconnaissance relationnelle, de satisfaction du travail bien fait, d'utilité sociale, etc. Mais Adélie, quand on est véritablement fatigué, vous le disiez, fatigué de soi, fatigué des autres aussi, est-ce que la philosophie peut nous aider? Est-ce qu'il y a des outils pratiques, peut-être déjà pour nous aider à discerner, le discernement souvent est mis en avant quand on pratique la philosophie, pour faire la part des choses et essayer d'aller mieux? Oui, alors il y a des outils. Donc, moi, je défends l'idée d'une philosophie pratique. Oui, il y a des outils pratiques. Je vous en propose deux. Le premier, c'est de distinguer les niveaux. Le niveau micro, le niveau méso et le niveau macro. Le niveau micro, c'est le niveau individuel. Le niveau méso, c'est le niveau de votre organisation. Et le niveau macro, ça va être le niveau du système, du secteur du soin étatique, on va dire. Micro, méso, macro. Premier outil. On distingue bien les trois. Et quand il y a un problème, on distingue où est-ce qu'il se situe dans ces niveaux-là. Mon deuxième outil, c'est de distinguer ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi, sachant que, c'est Épictète qui donne cet outil, ce qui ne dépend pas de moi, ça ne sert à rien d'agir dessus puisque ça ne dépend pas de moi. Donc je vais m'épuiser inutilement, je vais dépenser de l'énergie inutilement. Il vaut mieux concentrer mon énergie sur ce qui dépend de moi, ce sur quoi j'ai du pouvoir d'action. Ce que je vous propose, une fois qu'on a bien donc, les deux outils, micro, méso, macro, dépend de moi, dépend pas de moi, c'est combiner les deux outils. Donc, on va distinguer ce qui dépend de moi, de l'individu, ce qui ne dépend pas de moi. Ce qui dépend du niveau de l'organisation et ce qui ne dépend pas du niveau de l'organisation. Et enfin, troisièmement, ce qui dépend du niveau du secteur, du système, du soin, et ce qui n'en dépend pas. Par rapport aux problèmes qui se posent, déjà les situer de cette façon. Alors, si je reprends notre problème du secteur de l'accompagnement, on est sur un type de problème macro, systémique. J'ai beaucoup entendu ça quand même ce matin.
Et le problème avec les problèmes systémiques, c'est qu'il semble qu'ils ne dépendent pas de nous. Ils ne dépendent pas de nous individuellement. Ils sont dans la sphère macro. Donc ici, on parle de difficultés financières, on parle de difficultés de subvention, on parle de difficultés de recrutement, de moyens qui sont vraiment au niveau du secteur. Et ça provoque un sentiment d'impuissance, de découragement. Alors qu'est-ce qu'il arrive quand je sens que le système me rend, moi, malheureux, pas bien? Il y a deux postures qui s'opposent. J'aime bien faire ça, puis après on essaye de trouver une voie du milieu. Soyez le changement que vous voulez voir. Ça, c'est Gandhi qui dit ça. Versus, changer le système ne dépend pas de moi, et donc inutile d'y investir de l'énergie. C'est une interprétation de ce qu'on vient de dire d'Épictète. Est-ce qu'il y a une voie du milieu pour rester dans un métier qui fondamentalement me plaît, sans m'épuiser dans des à côté polluants, et aussi sans participer à un système qui ne nous plaît pas ou plus? La prise en charge de l'autre, c'est une prise en charge qui est liée à notre condition humaine. En fait, nous sommes des animaux sociaux, nous vivons en communauté, et nous avons tous des moments où nous avons besoin d'être pris en charge, au moins en début et en fin de vie. Et parfois aussi, au cours de notre vie, si on est malade, on a besoin d'être accompagné, d'être soigné. Et donc cette prise en charge, en fait, elle est organisée, elle est sociétale, elle relève du politique et de l'individu. Il y a une dynamique entre les deux. La fatigue de prendre en charge l'autre, elle est censée être organisée par la société afin d'être un investissement constructif qui fait sens et pas un espace d'annihilation de celui ou celle qui prend en charge. Alors certes, il y a une partie du politique qui ne dépend pas de moi à l'instant T, mais elle dépend en partie de moi sur le long terme. Et là, on peut retrouver un espace d'action. J'illustre ce que je dis sur ce que j'appelle l'interdépendance des niveaux. Interdépendance des niveaux micro, méso, macro. Le boycott, donc tout le monde sait ce que c'est, le boycott, le fait de ne pas acheter un produit pour raisons idéologiques, enfin pour des raisons de valeur. Si une personne décide de ne plus acheter un produit, ça va produire un micro-effet sur la vente de ce produit. Mais si plein d'individus s'additionnent dans leur boycott de ce produit, alors ça va finir par créer un effet macro. Voyez ? Et donc là, on commence à sentir qu'il y a un lien entre l'individu et le collectif. Une petite histoire que vous connaissez peut-être, qui est la fable du colibri. Il y en a certains d'entre vous, je suis sûre qu'ils connaissent, qui contient de Pierre Rabhi. Pierre Rabhi, un philosophe et agriculteur du XXe siècle, qui est décédé il y a quelque temps. Donc, son histoire, c'est l'histoire, je vous la fais courte, d'une forêt en feu. Tous les animaux fuient l'incendie pour se protéger, pour sauver leur peau. Et puis, dans cette masse d'animaux, il y a un petit colibri. Le petit colibri, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il part dans le même sens que les autres, et puis après, il revient. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi est-ce qu'il revient? Il a pris un petit peu d'eau dans son bec, un petit peu d'eau du lac qui est quelques kilomètres plus loin, pour le ramener et le déverser sur l'incendie de la forêt. Et donc, tous les autres animaux lui disent « Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? T'es complètement fou, c'est dans l'autre sens, en fait, qu'il faut aller... Et il dit, bah non, moi je voudrais contribuer à éteindre l'incendie et donc je fais ma part. Je fais la part du colibri. Voilà. Et si tous les animaux de la forêt faisaient leur part, eh bien, on réussirait à éteindre l'incendie. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une interdépendance entre les niveaux micro et macro. Pour changer le système, on peut agir localement sur des paramètres globaux. Quels sont les paramètres globaux? Ce sont les systèmes de valeurs, ce sont les représentations, c'est la matérialité de la symbolique. Ce que j'appelle la matérialité de la symbolique, c'est par exemple, je ne sais pas moi, les couleurs qu'il y a dans l'établissement, les moyens d'accès, l'architecture, tout ça, ça traduit quelque chose du système de valeurs qui est derrière. Je donne un exemple pour que ce soit plus concret. C'est l'exemple d'une maison de retraite avec des canapés partout dans les couloirs,
pour inviter à pouvoir s'asseoir à n'importe quel moment et discuter avec ses voisins ou avec les personnes les professionnels qui prennent soin. Une maison de retraite qui dit qu'il n'y a pas d'obligation de venir manger avec tout le monde à table pour véhiculer une valeur d'autonomie. Autre exemple, un système de parrainage où les plus anciens résidents, enfin ceux qui sont là déjà depuis quelque temps, vont être parrains des nouveaux résidents. Et ça traduit une valeur de solidarité. Frédéric Remet tout à l'heure a parlé, j'en avais jamais entendu parler, mais des temps de jeu. Je trouvais ça aussi c'est une façon d'agir sur les systèmes de valeurs, la matérialité de la symbolique. Ce sont des petites actions, des petits investissements intelligents, sans contrainte inutile, et qui vont avoir un effet sur le ressenti macro, le système de valeurs. En fait, ça va agir comme ce qu'on appelle une transformation silencieuse. François Julien qui parle de ça. Une transformation silencieuse, c'est, pour donner un exemple très concret, c'est le changement climatique. C'est le vieillissement d'une population. Une transformation silencieuse, c'est quelque chose qui s'avance, qui se déploie, sans forcément qu'on le voit. Et puis, un beau jour, on se dit « Ah bah tiens, c'est devenu comme ça ». Voilà. Et donc, quand on agit localement sur les paramètres globaux, on participe d'une transformation silencieuse. La transformation silencieuse, ça demande de la compréhension du contexte, et ça demande de la lenteur aussi. Accepter que ça ne se fasse pas en 2 minutes. Il n'y a pas de bouton magique, en fait. Alors, Adélaïde, moi, j'aimerais revenir quand même sur un phénomène mystérieux. Vous savez, ce sont ces personnes qui sont toujours de bonne humeur, qui ont toujours le sourire, même quand tout va mal. Peut-être d'ailleurs qu'il y en a dans la salle. Hein? Ceux qui se reconnaissent, est-ce que vous pouvez lever la main? On ne va pas vous stigmatiser. Mais c'est vrai que parfois, vous nous agacez, mais aussi on vous admire. D'ailleurs, justement, Adélaïde, plutôt que de les jalouser, ça serait bien de s'en inspirer. C'est quoi leur truc? C'est quoi votre truc? Est-ce que vous pouvez nous éclairer par la philosophie, Adélaïde? Alors, je vais essayer, parce qu'en fait, ils ne m'ont pas forcément donné leur truc, mais j'ai peut-être quelques idées. Donc, cas pratique, on prend des cas pratiques. Cas pratique numéro 1, tout va mal, mais je vais bien. Ça existe, on a tous vu des personnes comme ça. Comment est-ce que c'est possible, effectivement? Alors déjà, on peut développer une petite nuance. Est-ce que tout va mal, vraiment tout? Ou est-ce que c'est seulement 2 ou 3 choses qui vont mal? Est-ce que dire que tout va mal, ça ne serait pas un prétexte pour ne pas s'attaquer aux choses finies, au nombre de choses finies sur lesquelles on pourrait agir et qu'on pourrait rendre améliorables? Voilà, première idée. Deuxième idée, le soin de soi. J'en ai parlé. L'exercice de soi, avec les exercices dont j'ai parlé, mais il y en a plein d'autres, c'est une façon aussi d'exercer son soi pour le rendre plus consistant, pour qu'il ne se dilue pas dans le malheur des autres, d'autrui, du monde, etc. Pour bien s'exercer soi-même, on revient à un autre principe fondamental philosophique, qui est le fameux « connais-toi toi-même ». Facile à dire, plus difficile à faire. Le « connais-toi toi-même », rapporté à notre problématique du soin de soi et du fait d'aller bien quand on est dans un secteur où tout ne va pas bien, c'est connaître les choses qui nous donnent de l'énergie. C'est savoir discerner, vous en parliez, ce qui donne de l'énergie dans son travail et le faire autant que possible. Et c'est aussi reconnaître les moments de vulnérabilité pour soi. Ça va avec la connaissance de soi. Il y a des moments où on est vulnérable, en fait, on ne peut plus, on n'a plus rien à donner. Bon, ben, c'est pas la peine d'essayer. Donc, le connais-toi toi-même, c'est connaître ce qui nous ressource et connaître aussi nos limites. Troisième idée, par rapport à comment aller bien quand tout va mal, c'est la relation aux autres qui donne de l'énergie dans une juste mesure. Alors, ce concept de juste mesure, qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie
qu'on est dans un juste milieu, dans une médiété entre un excès et un défaut. Par exemple, le courage, c'est un juste milieu entre la témérité et la peur. La générosité, c'est un juste milieu entre la radinerie et la prodigalité. Eh bien, une relation investie, ce serait un juste milieu entre une relation qui ne serait ni dévorante, ni évitante. Cas pratique 1B. Je suis malheureux, parce que voilà, j'ai des soucis, bref. Mais mon travail me redonne de l'énergie. Ça existe aussi, bon, je le passe plus rapidement, peut-être un petit peu moins le sujet, mais quand même, c'est nécessaire de le rappeler, ça peut aussi être salvateur. Le travail, ça peut être structurant. Et le geste technique peut parfois nous raccrocher au réel. L'investissement, le sortir de soi qu'on y met est parfois salvateur. Donc il y a quand même aussi l'autre qui existe. Parfois, on ne va pas bien et c'est le travail qui nous sauve. Ça mérite d'être rappelé. Alors, cas pratique 2. Sur le même schéma, le secteur va mal, mais mon organisation va bien. Ça existe, on a eu un exemple tout à l'heure. Comment est-ce que c'est possible? Alors, selon moi, c'est possible grâce à une éthique du soin dans l'organisation. Je développe un petit peu cette idée. L'éthique du soin, elle va porter attention aux équilibres dynamiques, à l'interdépendance et à l'harmonie dans l'organisation. La santé d'une organisation, comme celle d'un organisme vivant qui doit continuer à pouvoir s'adapter si elle veut survivre, elle doit rester en conscience de ces équilibres en mouvement. Plus précisément et plus concrètement, cette éthique du soin dans les organisations, elle repose sur la bonne gestion, qui recherche l'harmonie entre les forces en présence, qui est structurée sans être contrôlante, qui peut être hiérarchiquement coordonnée sans être dominatrice. Premier élément d'une éthique du soin. Deuxième élément d'une éthique du soin, le dialogue constructif, qui peut avoir lieu, par exemple, dans les comités d'éthique. Et ces comités, ils peuvent servir à formuler les problèmes, à les nommer, et en les nommant, on les périmètre, ils sont déjà moins diffus, et puis aussi, en les formulant bien, on peut résoudre les problèmes. Troisième élément d'une éthique du soin, c'est les moments ressources en équipe. Alors, les moments ressources en équipe, c'est un peu ce qu'on vit là aujourd'hui, dans ce congrès national. Ça peut avoir lieu dans les comités d'éthique, ça peut être aussi des moments conviviaux entre collaborateurs et pourquoi pas aussi avec les résidents. À chacun de trouver qu'est-ce qui fait ressource pour son organisation. Quatrième élément, la formation. Formation des individus et des équipes. Et des dirigeants, évidemment. J'entends, c'était compris dans l'individu. Enfin, ça a été dit, la symétrie des attentions, vous en avez parlé. Alors, moi, je parle de la symétrie des attentions, je crois qu'on va revenir dessus ce matin, mais d'un point de vue très philosophique, la symétrie des attentions, c'est basé sur la notion de don contre don. La notion de don contre don signifie que finalement, quand on donne quelque chose, on attend toujours autre chose en retour. Mais ce don contre don, il peut avoir lieu alors entre deux individus, mais il peut aussi avoir lieu d'une façon qui est asynchronique ou donnée à quelqu'un d'autre. Mais de toutes ces façons, le système du don contre don va permettre de faire société. Et donc ça, évidemment, dans les équipes, dans les organisations, ça permet de rester tous ensemble. Ça fait 28 minutes que je parle, j'avais 30, non, je conclus, j'ai encore 2 minutes. Faut-il être heureux pour bien accompagner? Voilà, alors évidemment, c'est mieux pour la pérennité dans l'emploi, c'est mieux aussi pour la joie qu'on va avoir à faire son travail, parce qu'il ne faut pas oublier que ça, c'est quand même une des invitations du travail, c'est la joie qu'on peut y ressentir. Et cela passe par un soin de soi, par un soin d'autrui et par un soin de l'organisation, par une conscientisation de ce qui nous ressource.
Cette éthique du soin, elle va être nécessaire à l'organisation pour que celle-ci reste organisée, reste ordonnée, comme un organisme vivant, en fait, qui est sain. Une organisation saine, elle va l'être sur le plan technique comme sur le plan éthique, de la manière de faire, du faire avec soin. Et on peut créer ou recréer les conditions d'expression du soin, le climat éthique qui permet le maintien des équilibres et qui nous conforte dans notre puissance d'agir, qui est certes toujours limitée, mais aussi toujours présente. J'ai fini. Merci beaucoup, Adélaïde Delastic. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je pense qu'on peut, pour cette dissertation philosophique en 30 minutes, vous donner la note de 18 et les félicitations du jury. Bravo. Restez ici. On va maintenant, eh bien, je vais vous donner la parole pour échanger directement avec vous. Peut-être, pour commencer, moi, j'aurais envie de faire réagir ceux qui ont levé la main tout à l'heure. Est-ce que les éléments avancés par Adélaïde tout à l'heure ont résonné en vous? Moi, j'ai retenu le fait de relativiser, le fait de bien se connaître, de pratiquer des activités qui nous font du bien, en même temps de reconnaître aussi ses fragilités, notion peut-être aussi d'humilité derrière ça. Également le besoin des autres, mais dans une relation équilibrée, ni trop absente, avec un minimum d'implication et en même temps pas dévorante. Est-ce que tout ça a résonné en vous? Ceux qui ont levé la main tout à l'heure, ne soyez pas timides. Oui, monsieur? Alors on va faire passer un micro. Je vérifie. Oui, c'est bon, il marche. Oui. Bonjour. Bonjour. Merci les copains. Ils sont payés pour me dire. Bruno Grillard, juste, effectivement, la question de la relativisation, elle est essentielle à mon avis, elle est au centre de tout ça. Bon, vous avez un petit peu oublié le rosé et la drogue. Enfin, bon, c'est grave. On va garder que le rosé. Après, plus sérieusement... Ah bon, d'accord. Plus sérieusement... au travers de tout ce que vous nous disiez, je pensais beaucoup à la dimension réalisation au travail, enfin se réaliser, mais se réaliser aussi dans sa vie personnelle. Et là, on voit bien que dans ce que vous avez décrit, moi je ressens bien cette dimension-là, mais on dirait que de plus en plus, la tendance est à ce qu'on aille se réaliser plutôt dans sa vie personnelle et moins au travail. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus? Alors évidemment, merci d'avance. Merci à vous pour cette question. Évidemment, il y a un lien entre la réalisation personnelle et la réalisation professionnelle. En fait, c'est à la fois lié et distinct. Alors, c'est une grosse question actuellement, puisqu'on parle beaucoup d'équilibre vie privée, vie professionnelle. Et tout l'enjeu de cet équilibre, c'est à la fois de réussir à avoir des temps où on déconnecte du travail, et puis quand on est au travail, à ne pas être inondé par nos problèmes personnels. Et en même temps, tout un chacun loue, beaucoup, majoritairement, les avancées du télétravail, par exemple, et du fait qu'il y ait plus de souplesse de passage entre ces deux mondes. Cela étant dit, c'est là où le problème est complexe, c'est qu'on sent bien que trop de souplesse, les deux sphères vont être envahies mutuellement et ce ne sera pas bon pour la santé mentale et même la santé éthique. J'aime bien aussi rappeler qu'il y a cette notion de santé éthique des personnes. Pourquoi? Parce que on va se diluer, les problèmes seront partout, si problème il y a, les problèmes vont être dilués dans la sphère personnelle et réciproquement dans la sphère professionnelle. Et en fait, on a besoin de moments structurés, cadré entre l'un et l'autre pour pouvoir justement avoir ce va-et-vient de ressources et de dons de soi. Et donc, voilà. Lien, lié, mais garder de la distinction. Et c'est à la fois un problème micro, qui a chacun librement, en fait, de traiter. Et en plus, on ne le traitera pas forcément pareil à tous les moments de notre vie. Voilà, donc je pense qu'il y a vraiment
ça a souligné le fait qu'il faut que les individus gardent leur liberté par rapport au traitement de cette question. Mais évidemment, les organisations, elles ont aussi leur rôle à jouer à ce niveau-là, peut-être en permettant certaines choses, certaines possibilités que les salariés vont prendre ou pas. Voilà, et puis il ne faut pas que ça nuise évidemment au travail en équipe. Enfin, voilà, c'est des questions complexes, il n'y a pas une seule réponse unique. Merci pour la réponse. J'ai beaucoup aimé le passage sur le fait d'être inondé par les problèmes personnels, parce qu'en ce moment, j'ai une fuite d'eau chez moi. Je vous jure, c'est vrai. Merci. Merci à vous. Oui, madame. Oui, moi j'aimerais, donc je suis directrice d'une résidence autonomie, donc je pense que la complexité est moindre que dans un EHPAD parce qu'on est quand même moins nombreux et moins impactés par les problématiques RH. C'est le rôle de l'humour dans le travail au quotidien. Et c'est vrai que rigoler au quotidien avec son équipe ou avec des résidents, je trouve que ça donne du sens au travail et ça soigne le travail. Et après, l'autre point, c'est effectivement être adepte de Marc Aurèle, effectivement, ne pas se prendre, essayer de se prendre le moins possible la tête pour les choses sur lesquelles on ne peut pas avoir d'impact. Voilà. Merci. C'est vrai, l'humour. Oui, l'humour, non mais je suis parfaitement d'accord. Ouais. Et d'ailleurs, Socrate, si j'en reviens à mon bagage philosophique, Socrate, il aimait énormément l'humour et l'ironie. C'était vraiment un de ses outils préférés. Donc voilà, je suis tout à fait d'accord et je ne suis pas la seule à être d'accord avec ça. On va s'arrêter là, si vous le voulez bien. Merci beaucoup, Adélaïde de Lastic, pour votre intervention.